Buon pomeriggio, benvenuti a questo incontro di Biennale Democrazia. Io sono Juan Carlos De Martin e sono un docente qui al Politecnico di Ingegneria Informatica, sono co-direttore del centro Nexa su Internet e Società. Il mio compito è molto gradito compito di introdurre la nostra ospite, che vi presenterò tra un istante, e poi complessivamente di gestire questo incontro. Le regole di questo incontro, come di tutti gli incontri di Biennale, è che abbiamo circa un'ora abbondante per sentire la nostra ospite e poi per dialogare con voi nell'ultimo quarto d'ora. Due considerazioni molto rapide. Quando il primo calcolatore elettronico viene introdotto ormai quasi 80 anni fa, nel febbraio del 1946 negli Stati Uniti, all'epoca non si poteva sapere, anche se qualcuno lo intuiva e già cominciava a scriverlo negli Stati Uniti, iniziava una nuova era, una nuova epoca della storia umana, ovvero un'epoca di computerizzazione progressiva del mondo. I computer inizialmente sono pochi, costosi, difficili da programmare e così via, e questo era così per tutti i primi almeno 10-15 anni della storia dei computer. Dopodiché, come tutti sappiamo, sono diventati sempre più piccoli, più economici, più facilmente utilizzabili, più facilmente programmabili, fino all'esplosione di questi ultimi 25 anni, dove possiamo veramente parlare di computerizzazione del mondo, perché oltre ai computer chiaramente riconoscibili come tali, notebook e gli altri computer che chiunque vedendoli capisce che sono un computer, in realtà i computer si sono moltiplicati, sono miliardi e miliardi, perché sono sotto altre spoglie, per esempio spoglie che definiamo telefono, questo che in realtà è un computer iperpersonale, e dentro gli oggetti, tutti gli oggetti cosiddetti smart, in realtà sono oggetti che sono stati computerizzati, con computer più o meno potenti, tipicamente connessi a internet. Gli spazi si sono computerizzati, nel senso che anche spazi pubblici, piazze, strade e così via, sono diventati spazi attivi, non soltanto passivi, perché con le telecamere intelligenti, con sensori, si è parlato molto, vi ricorderete, di smart city, in realtà quello era un altro modo per dire uno spazio urbano computerizzato. Allora, questa profonda trasformazione ha moltissime conseguenze e tra le conseguenze più importanti è quella che abbisogna di nuovi concetti, di nuovi modi, di tentativi di leggere questa trasformazione e le sue innumerevoli ricadute in ambito non soltanto della nostra vita quotidiana, ma ovviamente anche in ambito economico, nell'ambito dell'informazione, della cultura, in generale della società. Allora, questo sforzo concettuale di provare a capire quali sono le somiglianze con trasformazioni simili, la classica analogia che viene fatta è quella con l'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, però anche le differenze, perché ci sono delle differenze anche molto importanti grazie a queste tecnologie, quindi questo sforzo concettuale ha prodotto lavori che hanno tentato di dare gli strumenti per comprendere quello che stava capitando e con un libro della nostra autrice intitolato Tecnopolitica, lasciatemi ricordare che nel 1997, quindi quasi 30 anni fa, Stefano Rodotà, il grande giurista, pensatore e politico, aveva scritto un libro intitolato Tecnopolitica, 1997, poi ripreso successivamente. Era stato un contributo per provare in quel caso specifico, a riflettere sulle ricadute sull'informazione, in particolare sulla politica, e in questo filone di riflessione, di coniare, forgiare nuovi strumenti per comprendere questa trasformazione, pur essendoci immersi dentro, che è sempre un'operazione complicata, comprendere queste trasformazioni o addirittura queste rivoluzioni vivendole, complicata, si inserisce il lavoro della nostra ospite. Il lavoro della nostra ospite che appunto ha pubblicato questo libro, tradotto, uscito da pochissimi giorni in Italia, Tecnologia, come la tecnologia ci rende soldati, quindi c'è un riferimento all'ambito militare che ahimè purtroppo è particolarmente d'attualità in questi tragici anni, mesi e settimane. E lei avviene a questa riflessione con una specializzazione in politica e geopolitica della tecnologia, fa parte del laboratorio di antropologia politica del CNRS, insegna alla Columba, a Sciences Po, all'École Polytechnique e ha anche una presenza mediatica importante in Francia dall'estate del 2023 con questa trasmissione sui ciberpoteri, che appunto è pienamente nell'alveo di questa riflessione che appunto è avviata da tempo e che a lei sta dando questo contributo così originale e nuovo. Quindi
Ciò detto, lascerei il microfono alla nostra ospite Asma Mallà e la ringraziamo di essere qua a Torino, Biennale Democrazia. Grazie a tutti e grazie Juan Carlos per l'introduzione, la presentazione. I'm going to switch to French. I'm sorry for that because it's going to be easier for me. J'ai réalisé que j'allais faire 45 minutes de conférence hier soir. Et donc je n'ai absolument pas du tout d'avance le propos que je vais développer cet après-midi. Et c'est en fait tant mieux, parce que j'ai pas de discours prêt à penser que je vais dérouler. Et donc en général, c'est aussi comme ça que je fonctionne dans mes conférences ici et là. En général, prépare pas. Et je ne prépare pas parce que le monde dans lequel on est en train de vivre actuellement bouge à une telle vitesse. Tous les jours, vous avez une annonce. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, une espèce de cliffhanger géopolitique qui fait que c'est extrêmement, je trouve, ennuyeux, en tout cas pour moi, d'être bloqué sur un discours à dérouler. Et donc, je pourrais commencer par ce que j'ai écrit dans le livre, c'est-à-dire, comme l'a très bien présenté ou dit Juan Carlos, c'est-à-dire poser les concepts, les nouveaux paradigmes politiques, vous expliquer comment les géants technologiques et les États, les big tech et les États sont en train de redéfinir des nouvelles formes de pouvoir, des nouvelles formes de puissance, sachant qu'en français, et ça c'est très important, moi je trouve, en français on a deux mots. Il y a le mot pouvoir et il y a le mot puissance. Et ce n'est pas le même mot et donc ça ne désigne pas les mêmes phénomènes. Le pouvoir, c'est quelque chose qui est extrêmement vertical. C'est top-down, c'est du haut vers le bas et c'est ce qui va se jouer au sein de vos frontières. C'est par exemple l'appareil d'État, un gouvernement, les institutions sécuritaires, militaires, policières, qui vont finalement quadriller et faire respecter une forme de contrôle social qu'on va appeler la paix sociale, la cohésion nationale, etc. Ça, c'est plutôt la question du pouvoir. La question de la puissance est beaucoup plus complexe parce qu'elle est relative, la puissance. C'est un historien français qui s'appelait Pierre Hassner qui avait posé ça dans des termes aussi simples. La puissance est forcément relative. C'est un rapport de force entre deux entités, entre deux nations. Et donc, la puissance, automatiquement, elle se projette vers l'extérieur. Donc le pouvoir est intérieur et très vertical. La puissance est beaucoup plus horizontale et elle est une projection de votre pouvoir intérieur. Et une des hypothèses de travail que j'avais posées donc au moment de l'écriture de ce livre, c'est qu'en fait nous assistons, et vous allez voir comment ça éclaire finalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui depuis les États-Unis. On a une reconfiguration des formes de pouvoir et de puissance autour des géants technologiques d'une part. Les géants technologiques, ce sont les Google, Amazon, Apple, toute la galaxie X-Corp de Elon Musk, ça peut être Microsoft, etc. Donc tous les noms que vous connaissez tous, mais pas que. Ça, c'est les noms les plus connus. Et puis, vous avez tout un tas d'autres entités qui sont beaucoup moins connues du grand public, mais qui sont tout aussi puissantes, comme Palantir, Anduril, etc., qui sont plus confidentielles dans leur, disons, renommée mainstream, mais qui sont en réalité, paradoxalement, beaucoup plus puissantes. Puissantes parce que les big tech ne sont pas simplement des entreprises. Ça, c'est une façon très old school de les qualifier et de les nommer. Elles sont des entreprises privées ou même des méga-corporations ou des méta-plateformes, vous appelez ça comme vous voulez, et à la fin des fins, peu importe, parce que ce n'est pas leur dimension capitalistique qui est aujourd'hui l'une des plus intéressantes. C'est que de entreprises privées, qui furent à un moment donné des startups, elles deviennent en fait des entités complètement hybrides, politiques, géopolitiques. Et elles sont propriétaires. Et c'est là où on commence à avoir un problème démocratique. Elles sont propriétaires d'infrastructures publiques. Quand vous êtes sur un réseau social, vous n'êtes pas que sur un réseau social. Vous êtes dans un espace public, a priori.
Et le problème, c'est que cet espace public est privé. Il appartient à Musk, à Zuckerberg, à Google, à YouTube, si vous êtes sur YouTube, Google donc, etc. Et en plus, par des effets de réseau, par les modèles économiques monopolistiques, ce qu'on appelle les effets de réseau, ou the winner takes all, c'est-à-dire que vous allez avoir une plateforme qui tout d'un coup, par justement le fait que tout le monde va y être, va grossir. Et donc, par des effets presque monopolistiques by design de ces modèles économiques-là, eh bien, vous allez vous rendre compte que un grand groupe va posséder plusieurs réseaux sociaux en même temps. Je pense par exemple à Meta. Meta de Zuckerberg, c'est pas que Facebook, c'est aussi Instagram, c'est aussi WhatsApp, etc. Donc, vous êtes enfermés. Il y a un enfermement de vos usages. Et ce ne sont pas donc simplement des boîtes privées qui rendent des comptes au marché, ce sont aussi des infrastructures, ce sont aussi des espaces publics, à partir desquels finalement se déploie le fait militaire, le fait politique, le fait social. Ça façonne votre rapport au monde quand vous êtes sur des réseaux sociaux, quand vous consommez ça. Ça façonne la façon dont aujourd'hui on fait la guerre. En Ukraine, par exemple, vous allez avoir la guerre traditionnelle, conventionnelle, mais vous allez aussi avoir les réseaux sociaux dans ce qu'on appelle les conflictualités hybrides, les luttes informationnelles, mais vous allez aussi avoir ChatGPT, mais vous allez aussi avoir des systèmes d'IA générative qui vont en temps réel réussir à vous sortir les différents scénarios possibles à envisager sur un terrain d'opération donné. Vous avez aussi les logiciels de ciblage, etc., les drones. Et donc, en fait, vous avez une porosité. Et c'est ça peut-être un des changements de paradigme les plus fascinants et les plus intéressants et sur lesquels je n'ai pas trouvé de parallèle historique. Parce que vous allez avoir beaucoup aujourd'hui de littérature scientifique, pseudo-scientifique, qui vont essayer de trouver des points de repère dans l'histoire. Les compagnies des Indes orientales, le féodalisme, je sais pas quoi. En réalité, très vite et à chaque fois, vous arrivez à la limite de la comparaison. Parce qu'il se joue aussi quelque chose de parfaitement nouveau et inédit. Et ce qui se joue de parfaitement nouveau et inédit, c'est, je crois, deux choses. Et dans le livre, je les nomme. Pour moi, c'est pas les nouvelles technologies, c'est surtout pas le numérique. Ça, ou le digital, c'est une façon très, je trouve, moi, datée et un peu tronquée de nommer les choses. En fait, ces hyper-technologies-là, moi je les appelle les hyper-technologies, elles amènent deux choses qui sont des ruptures fondamentales du point de vue des concepts ou de nos imaginaires politiques. La première rupture, c'est le rapport au temps. Ce sont des technologies de l'hypervitesse. Et ça, je me suis beaucoup, au moment de l'écriture, je m'étais immergée dans les travaux d'un penseur français qui est mort maintenant, qui s'appelle Paul Virilio, et qui avait travaillé sur la question de la vitesse à la fin des années 90, début 2000. Et il avait d'ailleurs monté tout un système conceptuel autour de ça. Je vous épargne les détails, c'est pas le plus. Si ça vous intéresse, lisez par exemple Cybermonde de Virilio, mais toujours est-il que la première rupture qu'elles amènent, c'est le rapport au temps. En fait, quand on voit même aujourd'hui la façon dont les guerres cinétiques sont disons, pensées, structurées, avant d'être une guerre d'un camp contre l'autre, c'est aussi une guerre contre le temps. Et les systèmes, par exemple, d'intelligence artificielle appliqués au champ de bataille, militaire en l'occurrence, c'est d'abord la promesse qui est faite par ces technologies-là, c'est de dire le premier qui dégaine a un temps d'avance, a probablement gagné sur son compétiteur. C'est ça qui est en train de se jouer. Et c'est notamment ça qui cristallise les rapports de force, notamment entre Chine et États-Unis sur la question des IA. C'est pas juste l'IA pour soi. C'est les IA, en particulier à usage militaire, dans cette lutte de leadership et de disons, de refaçonnage de l'ordre mondial. Et au centre de la question des IA militaires, c'est la question du temps, de la vitesse. Le premier qui a la capacité à collecter, à traiter, à comprendre toutes les datas disponibles et donc à prendre la décision le plus rapide, a une longueur d'avance sur son adversaire. Donc la première rupture, c'est la rupture dans notre rapport au temps. Et d'ailleurs, vous l'observerez dans votre vie de tous les jours. Observez-le. C'est-à-dire vraiment,
réfléchissez maintenant, là, tout de suite, à ce que je vais vous dire, vous allez avoir tous et toutes, normalement, cette sensation d'une accélération, que tout va beaucoup trop vite. On est pile dans ce paradigme, ça va trop vite. Et après, j'avais pas du tout l'intention de commencer comme ça, mais finalement j'ai commencé comme ça, mais il faut absolument que je fasse le lien à un moment donné avec ce que fait l'administration de Trump. L'administration de Trump, dans cette guerre de la vitesse, elle n'est pas qu'une guerre de la vitesse par les systèmes d'information, elle court-circuite en permanence notre capacité à comprendre ce qui se passe. Quand vous avez une annonce outrancière par jour, c'est exactement ce qu'ils font. Ils court-circuitent, en fait, la capacité qu'on a d'entendement, c'est-à-dire de comprendre, de rationaliser, de penser le monde. Il est impossible de penser le monde, c'est-à-dire de comprendre ce qui est en train de se passer, quand vous avez une annonce spectacle par jour. C'est impossible. Et derrière, vous avez le système médiatique qui vient et qui va commenter. Et donc, il va augmenter du bruit sur le bruit. Et cette saturation, c'est une saturation qui n'est pas technologique, qui est d'abord cognitive. La technique ou la technologie n'est que l'outil, n'est que le vecteur de quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, c'est l'intention politique, l'intention idéologique qui est derrière, qui est encapsulée par ces outils. Mais il ne faut pas, disons, si vous voulez, qu'il y ait une inversion des questions ou des problèmes. La technologie ou l'objet technique, si on voulait vraiment enlever toute la partie, disons, idéologique, n'est que ça, un vecteur. En revanche, il encapsule, il embarque, il communique une intention donnée. Je reboucle, pardon, et de reboucler comme ça, mais tout à l'heure, je vous disais le principal problème, et après je vous donne ma deuxième rupture, mais je vous disais le principal problème est démocratique parce que vous avez des infrastructures d'utilité publique qui sont privées, qui appartiennent à quelques compagnies qui sont dans la Silicon Valley ou pas, et on s'en fiche de où est-ce qu'elles sont basées, mais qui sont de l'ordre de même pas 10. Vous pouvez les compter sur les doigts de deux mains. Ce problème-là est majeur. Parce que ce sont donc eux qui décident de façon arbitraire quels sont les biais, quels sont les choix, quelles sont les visibilisations, quels sont les agendas politiques, idéologiques que leur technologie, que leur infrastructure technologique va refléter. Quand Donald Musk, quand Donald Trump gagne et qu'il va avoir son investiture vers le 20 janvier, 2 jours avant, je crois, enfin quelques jours avant, vous aviez Mark Zuckerberg qui avait fait une espèce de coming out masculiniste sur le fait qu'il avait été vraiment très très embêté par toutes les politiques anti-discrimination, égalité, etc., par les administrations précédentes, et qu'il a commencé à expliquer que l'énergie masculine et masculiniste, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il fallait développer au sein de ces entreprises. Vous comprenez bien que ça, c'est la preuve du concept. Vous avez des technologies dans lesquelles, en fait, vous allez avoir des gens qui sont propriétaires, qui sont très, très puissants aujourd'hui, non pas simplement financièrement, mais technologiquement, et qui vont donc distiller leurs valeurs, leur vision du monde dans leurs infrastructures technologiques. Ce que fait Elon Musk avec X, par exemple, est très clair de ce point de vue. X, qui était un réseau social, qui aurait pu être un espace public, est devenu en fait une arme idéologique, une espèce d'outil de propagande, d'une façon ou d'une autre. Et l'algorithme là-dedans n'est que l'outil pour dérouler son agenda idéologique. Quand vous allez survisibiliser des contenus suprémacistes, quand vous allez shadow ban, par exemple, ou invisibiliser les comptes du camp adverse ou du camp démocrate ou de quelqu'un qui n'est juste pas d'accord avec vous, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais on n'est plus sur de l'algorithmie, on est sur de la manipulation. C'est de la manipulation algorithmique pour en fait façonner l'opinion publique, façonner la façon dont les médias vont s'emparer des questions et des sujets. Et donc, de ce point de vue-là, les outils, les hypertechnologies sont des outils de domination et de contrôle, mais qui ne sont pas du contrôle au sens de Foucault, c'est-à-dire du contrôle social au sens de la répression, du quadrillage des institutions. C'est du contrôle du débat et c'est du contrôle cognitif. C'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et le matraquage
le bruit, une annonce par jour, à peu près 100 décrets en 2 mois, participent à la saturation cognitive. Et donc, vous voyez bien comment aujourd'hui, ces hypertechnologies-là, entre certaines mains, entre ces mains-là, façonnent quelque chose d'assez, disons, vous pourriez dire c'est pas si nouveau que ça, parce que la propagande, après tout, a toujours existé, mais ça change quelque chose dans l'échelle. Il y avait un géographe qui disait, sur un tout autre sujet, mais j'avais trouvé sa réflexion intéressante. Il disait, mais quand on change l'échelle d'un problème donné, vous prenez un problème donné, quand vous en changez à ce point l'échelle, est-ce que ce problème ne change pas de nature? L'échelle des choses change-t-elle la nature du problème? Probablement que oui et non. Et donc c'est ça qu'apportent les hypertechnologies, cette disruption de notre rapport au temps, c'est-à-dire notre capacité à comprendre et à absorber ce qui se passe, c'est-à-dire ce sentiment d'être en permanence dépassé, saturé et parfois même fatigué. Et la deuxième rupture, c'est une autre rupture, c'est la disruption, si vous voulez, de nos représentations politiques. Nous, ici, en Europe, en tout cas, on est le produit de la révolution industrielle de la fin du 19e siècle, qui avait donné lieu à ce qu'on appelle la démocratie de masse. En gros, à partir du 19e siècle, on a construit, et ça a été la règle à partir pour le 20e siècle, la consommation de masse, la production de masse, l'éducation de masse, les médias de masse, mainstream médias, et la démocratie de masse, qui d'ailleurs était architecturée comme à X années, à échéance régulière, vous alliez voter tous ensemble au même moment à partir des programmes qu'on allait vous donner de façon verticale. Ça fonctionnait comme ça au XXe siècle. La disruption qu'apportent ces nouveaux dispositifs, on va dire, c'est que vous allez avoir à la fois le côté très vertical, parce que les géants technologiques ne sont rien d'autre qu'une autre forme de verticalité et de contrôle, mais en même temps, quelque chose qui est horizontal. Les réseaux sociaux amènent cette idée que tout le monde peut dire ce qu'il pense. Tout le monde peut devenir expert de tel ou tel sujet. Et en tout cas, tout le monde peut, avec ou non un pseudonyme, donner son avis. Critiquer, insulter, peu importe. Mais vous avez tout d'un coup une porte d'expression. Là où autrefois, elle était beaucoup plus, disons, confidentielle ou beaucoup plus minime. Vous pouviez le faire à Noël, à table, en famille. Mais c'était à peu près tout, en réalité. Et donc, il y a en même temps le côté survertical ou hyper-vertical, une hyper-verticalisation du pouvoir, et en même temps et dans le même temps, quelque chose qui s'horizontalise. Et c'est cette abscisse et cette ordonnée aussi qui est tout à fait nouvelle et qui peut donner forme à des nouvelles formes de populisme, à ce qu'on appelle la foule, le tribunal médiatique, etc., etc. Et tout ce qu'on voit à l'œuvre à droite à gauche depuis quelques années. Et donc, ça change un certain nombre de représentations politiques, parce que de la démocratie de masse, on arrive à quelque chose d'autre où les hypertechnologies sont en train de flouter, rendre très poreuses les frontières qu'on croyait parfaitement étanches. Lesquelles? Les frontières entre public et privé. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, par exemple, avec Doge aux États-Unis, avec Elon Musk et Donald Trump, vous voyez bien que public et privé, ça n'a plus de sens. C'est hybridé aujourd'hui. Les nouvelles formes de pouvoir et de puissance par ces nouveaux acteurs technologiques, en fait, sont caduques. Vous n'avez pas le privé d'un côté, le public de l'autre. Ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de marchés publics qu'a Elon Musk ou Amazon ou Google ou Meta ou Palantir, c'est affolant. Aujourd'hui, l'administration américaine fait partie, disons, des principaux marchés et sources de revenus de ces big tech. Donc vous avez des imbrications, vous avez des enchevêtrements entre l'administration, le DoD, par exemple le Pentagone, donc le complexe technomilitaire américain avec ces acteurs-là, qui est très approfondi, très profond. Et on revient toujours à la question de la rivalité géostratégique avec la Chine. Aujourd'hui, les modèles gagnants qu'on est en train de voir à l'œuvre, selon des modalités différentes, mais le fonctionnement reste le même, c'est fusion entre public et privé, fusion entre les écosystèmes technologiques ou super technologiques, alors l'IA, le quantique, le cyber, New Space, etc.,
avec les ministères de défense, avec les innovations militaires. C'est imbriqué. En Chine, c'est le même modèle, avec d'autres modalités, beaucoup plus top-down, beaucoup plus sous le contrôle du PCC, etc. Mais c'est le même état d'esprit. Un très fort interventionnisme de l'État, un fléchage extrêmement clair, une fusion techno-militaire. Ce que l'on ne fait, évidemment, vous l'avez compris, pas du tout en Europe. Une recette qu'on n'a finalement toujours pas bien comprise. Et qui explique, c'est l'une des raisons qui explique d'ailleurs notre déclassement géopolitique et donc notre déclassement tout court. Bon. La deuxième frontière que ces nouvelles formes de pouvoir sont en train de flouter ou de redéfinir, donc public et privé, mais civil et militaire. Les hypertechnologies dont on parle, les systèmes d'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, demain le métavers, parce qu'il reviendra le métavers, et vous direz que je vous l'ai dit, c'est pas du tout quelque chose qui est mort, c'est quelque chose qu'on a un peu laissé de côté parce que tout d'un coup on a eu les IA génératives et donc Zuckerberg qui préparait son métaverse là, mais qui n'était franchement pas le seul du tout à travailler dessus, a été un peu laissé de côté parce que Sam Altman est arrivé avec ChatGPT, mais le métavers va revenir. Les espaces hybrides, réalité augmentée, réalité virtuelle. Les implants cérébraux avec Neuralink, mais pas uniquement, etc. Donc en fait, toutes ces hypertechnologies-là sont en train aussi de redéfinir les frontières entre civil et militaire parce qu'elles sont, par nature, by design, dual, double use. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois les utiliser pour faire des choses très de la vie quotidienne ou pour le travail, mais ce même outil-là, cet exact même outil-là peut aussi être une arme de guerre hybride. Vous prenez un réseau social, vous faites quoi sur un réseau social ? Vous allez vous informer, vous allez prendre des nouvelles des uns et des autres, vous allez vider votre cerveau. Quand vous êtes dans le métro, vous allez scroller, vous allez lire des choses, vous allez liker, sharer, follower, bref. Vous allez avoir des usages personnels sur un réseau social ou professionnels à la limite. Et en même temps, les réseaux sociaux ont été militarisés. Dans le champ, disons, de la guerre, le 5e domaine de la conflictualité, c'est le cyberespace. Et donc, dans le cyberespace, une des façons de faire la guerre invisible, ce sont ce qu'on appelle les luttes informationnelles. Informational warfare. Et donc ça se passe sur les réseaux sociaux. La désinformation, les fake news, les pharmatrolls, les faux commentaires, les faux profils, la façon dont on va de façon artificielle augmenter tel ou tel sujet. Et l'objectif, en général, ce sont vos compétiteurs qui organisent, au sens géopolitique, qui organisent ça. Et l'objectif, c'est pas du tout de vous convaincre que X ou Y a raison sur Taïwan ou l'Ukraine, je sais pas quoi. L'enjeu, c'est de distiller le doute, c'est de créer le chaos. C'est en fait, on vient au sein d'une société donnée, cible, et on va choisir les relais d'influence, les groupes. Souvent, on va retrouver des groupes complotistes, conspirationnistes, et on va distiller les éléments de la dissension, du chaos. Et ça se joue sur le long terme, en réalité, les luttes informationnelles. Et elles coûtent très peu cher. Et puis, à partir des luttes informationnelles de première génération, c'est-à-dire Fermatrol, bot, etc., sur les fake news, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les IA génératives augmentent, massifient, industrialisent le faux, avec par exemple les deepfakes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'un changement d'échelle signifie un changement de nature du problème ? Parce que quand vous massifiez, quand vous industrialisez dans ces proportions-là un problème donné, la désinformation en l'occurrence, est-ce que c'est toujours de la désinformation ou est-ce que ça doit être nommé ou ça prend une autre ampleur ? Et dans les doctrines militaires, par exemple, on dit que le problème est toujours le même, le faux. Mais pourtant, la réponse, elle, doit changer puisqu'on doit la massifier. Ça ne peut plus être simplement les agences, les régulateurs qui sont simplement garants de ce qui se passe. Puisque, voilà le changement de paradigme, je vous le reformule plus simplement. Puisque les hypertechnologies sont duales, puisqu'elles sont à la fois civiles et militaires, puisque cet objet est dans votre poche, à tous. Vous avez tous, là, dans cette salle, un smartphone. Tous.
Et si je fais un test, si je vous demande de tous sortir votre smartphone, et si vous le sortez? Sortez-le. Ouvrez. Normalement, on va faire un petit test. Normalement, vous avez des apps, mais globalement, vous devez tourner en boucle dans une journée donnée, en usage quotidien, sur 4-5 applications en boucle. Sur ces 4-5 applications en boucle, je pense qu'il doit y en avoir 3-4 qui sont américaines et qui sont du style messagerie, réseaux sociaux. Donc, vous comprenez bien que dans votre poche, vous avez quelque chose qui est à la fois sympathique, mais aussi une arme de manipulation, de narratif, de perturbation, de déstabilisation potentiellement. Et donc, ce qui nous amène à quelque chose d'assez évident comme constat, vous êtes donc tous, potentiellement, par cet objet qui est dans votre poche, une cible. Puisqu'on sait exactement ce que vous faites, puisque vous lâchez vos données, puisqu'on sait vous tracer, on sait quand vous vous connectez, où vous vous connectez et ce que vous faites quand vous vous connectez. Et par ailleurs, on sait que vous tournez en boucle sur 4-5 applications les mêmes. On le sait. Tim Berners-Lee, qui était un des fondateurs du web, du protocole web, disait, appelait ça, par rapport à l'utopie initiale d'Internet dans les années 60 à Stanford, qui nous avait promis le libre accès à la connaissance gratuite pour tous, une espèce d'extraordinaire humanité qui serait tout d'un coup extrêmement cultivée, etc. Bon, on n'a pas eu ça. On a eu une hyper-verticalisation, une prédation d'espace public par des entités privées et qui, en fait, en ont fait quelque chose de double use et donc de dual. Et donc, ce faisant, comme on sait tout ce que vous faites, quand vous le faites et pourquoi vous le faites, eh ben, vous vous rendez bien compte que vous devenez quoi? Une cible. Et quand vous devenez une cible, eh ben, fatalement, vous êtes quoi? De l'autre côté. Si on prend l'envers du décor, si vous êtes conscient de ce qui se passe, si vous êtes conscient de ce qui se joue, si vous êtes conscient des implications de ces nouvelles, disons, conflictualités invisibles et dont vous êtes forcément des acteurs, eh bien, si vous êtes conscient de ça, vous devenez quoi? Des soldats, automatiquement. Alors, des soldats invisibles, des cybercombattants, etc. Mais de fait, et factuellement, vous êtes une cible, donc vous êtes des soldats. Une autre forme de guerre. Et le paradigme sous-jacent de ça, c'est que les temps de paix, guerre, etc., là aussi, eux, sont hybridés, sont terminés. C'est-à-dire qu'en fait, on entre dans un nouveau moment où on est en permanence dans une zone grise. Pas tout à fait la guerre, mais pas tout à fait la paix. C'est toujours là, dans l'atmosphère. Ça, c'est une autre disruption que ça amène. Et puis la dernière disruption, c'est entre le réel et le virtuel. Tout à l'heure, je vous disais, les systèmes d'intelligence artificielle viennent, si vous voulez, hybrider les usages massifiés, industrialisés, les capacités de lutte informationnelle. Mais ce que ça amène de très intéressant, c'est que jusqu'à présent, ce qui nous gardait comme repère, ce qu'on avait comme repère, c'était les faits. On pouvait dire, tiens, X, il ment parce que factuellement, le chiffre est faux. Ou factuellement, telle donnée est fausse, n'est-ce pas? Donc les faits, les faits, c'était un peu le dernier rempart qui pouvait nous préserver et donc préserver une forme de démocratie, de débat, de discussion. Puisque à partir des faits, on sait tirer la ligne entre la vérité et le mensonge, a priori. Mais ce qu'amènent les systèmes d'intelligence artificielle générative, c'est que les faits, vous pouvez les fabriquer maintenant. On peut fabriquer des faits. Donc, vous avez une espèce de mise en abîme entre le vrai, le faux, ou l'artificialité du vrai, ou le vrai performatif, ou le faux performatif, qui vient transformer, changer l'ensemble en fait de la hiérarchie des normes.
Et donc, ça nous emmène dans une espèce d'abîme extraordinaire où la question est comment est-ce qu'on va reconstruire potentiellement des contrats de confiance, comment est-ce qu'on va développer du commun, comment est-ce qu'on va créer du consensus quand même les faits eux-mêmes peuvent être fabriqués et peuvent donc être soumis, sujets au doute. Et le problème du mensonge en politique, c'est pas le mensonge en soi. La politique et la vérité, ça a toujours été très antinomique, on va dire. Je veux dire que des responsables politiques qui ne mentent pas, on doit les compter à l'échelle de l'histoire, sur les doigts d'une main. Ça n'existe pas. Donc, le problème n'est pas le mensonge en soi. On sait qu'il est consubstantiel à l'exercice politique tel qu'on l'a construit. Donc, le problème, c'est le doute permanent. C'est en fait l'érosion de la capacité à se dire « en ça, je peux avoir confiance ». Ça, c'est notre repère commun. Ce qu'amènent les hypertechnologies entre de mauvaises mains ou mal gouvernées, c'est que ça développe un doute permanent sur tout. Or, quand vous doutez sur tout en permanence, à la fin des fins, c'est Hannah Arendt qui le disait, eh bien, on ne croit plus en rien. Et une société qui n'est plus capable de croire en rien du tout, qui doute de tout, de son système politique, de ses institutions, de l'information, des médias, qui ne peut plus se raccrocher à aucun repère, eh bien, c'est l'autoroute vers quoi? Vers les totalitarismes. Pour le moins. Donc, le problème politique majeur que ces hypertechnologies amènent avec les nouveaux paradigmes politiques, avec ces nouvelles frontières, ces nouvelles représentations politiques, ces nouveaux imaginaires politiques, la question de la vitesse et donc de la saturation cognitive, la question du vrai et du faux, du public, du privé, du civil et du militaire, ces nouvelles dualités, ces nouvelles hybridations-là, amènent quelque chose qui, le temps qu'on arrive à créer de nouvelles théories politiques, une nouvelle architecture de vivre ensemble. Je n'ai pas envie de dire démocratique, parce que c'est peut-être pas d'ailleurs la seule solution possible. On pourrait imaginer d'autres façons de vivre ensemble, ou de développer du consensus, ou de créer des façons de décider ensemble. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être aussi intéressants si on les mettait à bon usage et à bon escient. Mais tout ça fait que, aujourd'hui, ce qui est en train de se construire comme nouveau système est parfaitement, sans couture, antidémocratique. Ce que les géants technologiques font aujourd'hui, c'est une privatisation non pas simplement des infrastructures technologiques, mais c'est une privatisation du futur. Ils privatisent l'espace et le temps, puisque c'est leur vision du monde qui aujourd'hui prévaut. Quand Elon Musk nous dit je vais redéfinir ce qu'est le concept d'État avec Doge, quand il dit que son objectif ultime, c'est de faire de l'humanité une civilisation multiplanétaire et aller sur Mars, quand il dit que le seul moyen de survie de l'humanité, c'est en fait qu'elle devienne cyborg, il faut absolument nous augmenter par les implants, etc., pour qu'on soit à la hauteur des systèmes, des super-intelligences, il a le droit de le dire. Mais à aucun moment, ça ne fait l'objet d'une discussion collective sur quel futur on veut, quelle société on a envie de construire, quelle civilisation on a envie de faire naître, selon quelles règles, quelles limites, quelles règles du jeu, d'une certaine façon. Et donc, vous avez un hack, il a hacké non pas simplement l'État américain ou l'exécutif américain, mais d'une certaine façon, il privatise le futur lui-même. Et donc, nous et nos existences avec lui. Et c'est en ce sens toujours qu'il y a un problème d'agenda idéologique, que la technique n'est, si vous voulez, une fois de plus que le reflet de ces visions-là. Et ce qui se passe actuellement aux États-Unis, avec ce léviathan à deux têtes, Big Tech
Big State, Donald Trump, Elon Musk. Mais derrière Elon Musk, il y a tout un tas de gens. C'est pas juste Elon Musk. Vous avez tous les idéologues de la Silicon Valley. Il y a Peter Thiel, il y a des blogueurs, des obscurs blogueurs qui sont devenus des espèces de superstars de l'idéologie de l'alt-right américaine ou de la néo-réaction, du courant néo-réactionnaire de la Silicon Valley comme Curtis Yarvin. Vous avez des investisseurs comme Mark Andreessen et Horowitz. Et puis, il y a David Sacks, qui était aussi un capital risqueur de la PayPal Mafia, mais qui a été nommé en même temps que d'ailleurs Elon Musk, dont c'est un très proche ami et conseiller, qui a été nommé par Donald Trump le tsar de l'IA et des crypto-monnaies, donc David Sacks. Et puis, il y a autre chose, parce que David Sacks et Peter Thiel et Elon Musk ont un point commun. Au-delà du fait qu'ils sont de la même génération, ils ont tous eu un passage d'une façon ou d'une autre par la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc ça façonne un imaginaire, ça façonne une vision politique des choses sur la question du suprémacisme blanc ou du racisme anti-blanc, etc. Donc tout ça fait qu'il y a un système idéologique qui provient aujourd'hui d'une partie de l'élite technologique de la Silicon Valley qui est devenue ou qui penche aujourd'hui vers l'extrême droite, pour le moins, et qui a pris le pouvoir, qui aujourd'hui, à la Maison-Blanche à Washington, a pris le pouvoir. Et donc, vous avez une espèce de léviathan à deux têtes comme ça. Vous avez le pouvoir exécutif avec Donald Trump et le pouvoir technologique avec Elon Musk et les idéologies qui sont en background, derrière, et qui alimentent ces visions-là. Et les visions idéologiques qu'on a derrière, dans ce magma ou dans ce groupuscule, sont antidémocratiques. Peter Thiel, qui est donc le fondateur de Palantir, qui est un des idéologues de la Silicon Valley, mais côté extrême droite, avait écrit un texte en 2009 où, en fait, il expliquait que la démocratie était, c'est intéressant du point de vue de la philosophie politique, était d'après lui l'antithèse de la liberté. Il a mis en opposition conceptuelle liberté et démocratie. Alors, il est très, très inspiré par des penseurs libertariens comme Ayn Rand, par exemple, qui avait vraiment mis dans son travail au début du XXe siècle. C'était un auteur américain, une philosophe américaine d'origine russe d'ailleurs, qui était exilée aux États-Unis, libertarienne, avec une très grande méfiance de l'État et une apologie de quelque chose que j'avais trouvé très intéressant, une apologie de l'égoïsme, une éthique de l'égoïsme, où en fait Ayn Rand, qui est donc une des grandes références de ces penseurs de l'extrême droite de la Silicon Valley, Ayn Rand expliquait qu'il fallait être égoïste et que l'ultime valeur, c'était de ne penser qu'à soi. Pour une raison très simple, et qui va être reprise d'ailleurs par Peter Thiel ensuite, c'est de dire que finalement, la démocratie, c'est la dictature. La dictature des médiocres, de la moyenne, average. Nous tous, on abaisse, on les ramène vers la médiocrité. On les empêche d'exprimer leur génie, le potentiel maximum de leur capacité d'innovation, de prospective, de créer cette nouvelle civilisation dont ils rêvent tant, qui est hyper technologique, qui est accélérationniste, et qui est antidémocratique et qui est super élitiste. Et dans le monde imaginaire, politique de Elon Musk ou de Peter Thiel, alors chacun d'ailleurs va avoir une vision très différente du futur. Hein. Par exemple, Peter Thiel veut juste la fin de la souveraineté. Il veut créer des micro-États qui seraient tous capitalistes, qui seraient tous, gérés par des technologues et qui seraient en compétition les uns avec les autres. Et si tu n'es pas content dans un État, tu vas acheter la citoyenneté ailleurs et puis tu pars ailleurs. Et ce qui fait que ce marché, le marché de la souveraineté ou le marché étatique, fait que comme chaque État voudra garder ses citoyens,
qu'il aura acheté préalablement, eh bien, on serait obligé d'être super efficace, super efficient, etc. Et donc, c'est la religion de l'efficience. Et c'est quoi le discours que vous retrouvez au sein du Doge par Elon Musk? C'est exactement celui-là, d'un point de vue idéologique. Ce n'est pas un hasard. C'est l'efficience, la performance comme critère politique premier. Et ça, vous le retrouvez dans les éléments de doctrine de ces quelques penseurs-là, Curtis Yarvin, Peter Thiel et ceux que je vous ai cités. Donc l'efficience comme critère premier du fonctionnement, disons, d'un État, d'une société, etc. Mais c'est extrêmement grave quand vous y pensez. Réfléchissez-y 2 secondes. Dans une société où vous n'avez plus la règle de droit, dans une société où vous n'avez plus d'état de droit, dans une société qui est aujourd'hui ou dont l'État ou dont l'appareil d'État est aux mains de gens qui pensent que la démocratie est dangereuse. La démocratie est dangereuse parce que c'est le règne de la médiocrité. Dans une société où vous avez quelques technologues qui ont envie d'aller très très vite et qui pensent que nous sommes le frein de leurs innovations parce qu'on n'est pas assez intelligent pour eux. On est même plutôt globalement trop médiocre pour eux. Dans cette société-là, vous comprenez bien où sont les dangers. Vous avez une élite technologue qui a décidé de faire sécession. En fait, c'est très drôle parce que je me suis aperçue de ça il n'y a pas longtemps. Mais en fait, c'est peut-être choquant ce que je vais vous dire, mais ils sont le rêve éveillé, ou plus exactement le cauchemar éveillé de Karl Marx. C'est exactement ce qu'avait prévu Karl Marx, mais à l'envers. C'est une révolte, c'est l'accélérationnisme, on va très très vite, et il faut qu'on aille très très vite pour disrupter le modèle, pour arriver à une rupture de modèle. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train d'accélérer très vite. Nous sommes en train d'arriver à une rupture du modèle, la question de la théorie de l'État ou de ce qu'on appelle l'État. C'est clair, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Doge. C'est une révolte. Il y a bien une révolte, pas encore une révolution, mais c'est une révolte, mais à l'envers, c'est-à-dire que c'est la révolte du capital. Les capitalistes ne sont pas contents. Et ils ont fait sécession. Et ils trouvent qu'on est trop mauvais, trop nombreux, pas assez smart pour eux. Et donc, comme ils ont des milliards à disposition, ils sont partis ailleurs. Donc, ils vont sur Mars, ils vont sur les humanités hybrides, augmentées. Bientôt, on va nous expliquer, vous allez voir, c'est en train d'arriver parce que déjà, on va vous expliquer que les implants cérébraux, c'est vraiment génial parce que quand vous avez Alzheimer, Parkinson, un accident, la colonne vertébrale qui fonctionne moins bien. Donc, ça va toujours commencer par des promesses un peu thérapeutiques. Et puis après, ça va devenir des promesses de, vous allez voir, vous allez aller beaucoup plus vite. Et puis, ça va peut-être vous aider à gérer vos angoisses. Donc, vous allez avoir plein de promesses très sympas comme ça. Et puis, un jour, c'est comme avec le smartphone, vous allez vous apercevoir que si vous n'avez pas d'implant, vous n'existez plus. Vous êtes hors société. Le problème de l'implant, c'est que c'est un contrôle de la dernière ligne qui protège votre humanité, votre activité cérébrale, c'est-à-dire tout ce qui est inconscient chez vous. Et donc, vous voyez bien comment de guerre hybride, de technologie duale, on peut très vite arriver, dans les prochaines années, à des nouvelles formes, finalement, de contrôle cognitif. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce n'est pas juste du contrôle cognitif où tout le monde aurait le même implant et puis on serait tous mis à niveau. Non, 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 ce ne serait que les riches qui pourraient y avoir accès. Ben oui, puisque dans le monde de Peter Thiel et de Elon Musk, ce qui a de la valeur, c'est ceux qui ont de l'argent. La valeur au sens humain du terme, au sens intellectuel du terme, c'est ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de s'offrir un implant, un voyage sur la Lune, un voyage sur Mars, etc. Et donc, on est en train, quand je vous disais c'est le rêve éveillé de Karl Marx, je plaisante pas, mais en sens inverse, c'est que donc on a bien une révolte du capital, un effondrement de l'État, c'est ça Doge, un effondrement de l'État, ce que Karl Marx appelait le dépérissement de l'État, on y est, un accélérationnisme pour arriver à la rupture, on y est, des gens qui estiment que il faut faire une révolution, on y est, sauf que ce n'est pas le peuple, c'est eux.
avec une vision du futur. Et leur vision du futur, elle est très intéressante parce que c'est en fait une société à deux castes, eux et le reste. Ceux qui peuvent se permettre d'acheter une citoyenneté, un implant, un voyage, peu importe, et les autres, les underdogs, le sous-peuple, c'est-à-dire la majorité finalement d'entre nous. C'est exactement ça qui commence à se sédimenter et à se construire autour de Donald Trump, de Elon Musk et de cette histoire de Doge. C'est pas juste des histoires de anti-woke et de DEI et de je ne sais quoi. Ce n'est pas que ça. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est l'étape la plus audible par les gens. Cette guerre idéologique qui devient une guerre cognitive, en fait, par la saturation, par le matraquage, par le bruit, etc. Mais derrière, il y a un vrai projet qui me fait me demander de Elon Musk et de Donald Trump qui est le pantin de qui? Qui manipule qui dans l'histoire? Et je crains que ce ne soit pas Donald Trump. Tout à l'heure, je commençais par vous dire il faut avoir une distinction conceptuelle entre pouvoir et puissance. Celui qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est Trump. Mais qui a la puissance? C'est Elon Musk. Et vous avez pouvoir et puissance, big tech, big state, Léviathan, deux têtes. Et c'est ça qui est en train de se construire sous nos yeux. Et ce qui m'inquiète énormément, c'est que pendant que eux sont en train de mettre toutes les briques vers cette nouvelle civilisation, parce que la nouvelle civilisation, c'est pas ce que vous entendiez sur l'IA, la nouvelle IA, ça va créer une nouvelle civilisation. Non, la vraie nouvelle civilisation, c'est eux qui sont en train de la penser, de la théoriser. C'est une civilisation multiplanétaire avec des hommes et des femmes, des humains augmentés et surtout avec une disparition totale de l'État. Il n'y aura plus d'État. Ou plus exactement, l'État sera partout. Partout par les systèmes d'intelligence artificielle et logicielle, etc. Et c'est ça qu'est en train de faire Musk avec Doge. C'est pas une destruction de l'État au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire il est en train de démanteler le système le département d'éducation, le système de... Oui, mais ça, ce n'est qu'une première étape de quelque chose de plus grand, qui est en fait un État liquide, un État flux, un État qui en fait va fonctionner sur la captation de toutes vos datas. Et donc, il sera partout. Et donc, d'un État minimal, on va finalement avoir un État total. Et le pire, sans check and balances, c'est-à-dire où sont les contre-pouvoirs? Qui va contrôler? Qui va demander des comptes? Qui va faire la vérification démocratique? Qui? C'est une question vraiment ouverte, je vous la pose vraiment. Parce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, c'est à l'évidence pas le Congrès, ni la Cour suprême, puisqu'ils sont acquis à la cause de Donald Trump, puisqu'il a bien fait attention à ce qu'il ait une espèce de caisse d'enregistrement et non plus simplement des contre-pouvoirs démocratiques. Donc, qui? La presse? À part le New York Times, qui il reste vraiment, ou le NPR, ou peut-être un peu récemment The Atlantic, d'accord, mais vous allez avoir 1, 2, 3 organes de presse écrite qui vont faire le job, mais qui va les lire, puisqu'on les accuse de faire de la désinformation et qu'on entre dans une nouvelle forme de macartisme. Donc, qui est le contre-pouvoir? La société civile. Elle a du mal à s'organiser. Aujourd'hui, quand vous avez des manifestations, ils sont quoi, 50 000 face à la Maison-Blanche, sur un pays, une nation de l'ampleur des États-Unis. C'est rien. Donc, question politique pour vous, qui est le contre-pouvoir aujourd'hui à cet agenda politique, idéologique de refaçonnage d'un État liquide, d'un État qui est basé sur le contrôle de la data, où vous devenez, et je cite Elon Musk, qui était arrivé à la conférence de presse, vous vous souvenez, à côté de Donald Trump, qui était assis, il était debout avec son fils qui était un peu agité, il avait cette casquette, il était le CTO, là où Donald Trump était le CEO, et donc en fait c'est exactement ça qu'ils sont en train de personnifier et de mettre en scène, en théâtralité, cette idéologie de
À la tête aujourd'hui des États, nous devons avoir des patrons. Il n'y a plus de pouvoir politique aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez un pouvoir exécutif qui a été extrêmement élargi, mais vous avez 2 hommes d'affaires. Donc, où est le pouvoir politique? Où est le politique? Où sont les contre-pouvoirs? Qui représente une contre-proposition? Qui a une alternative? Qui est audible? Et attention, parce que ce qui se passe aux États-Unis va arriver en Europe. Puisque Elon Musk, puisque Donald Trump, puisque J.D. Vance sont en train d'organiser les opérations d'ingérence en Europe. Ici et là. Ici et là. Notamment en Allemagne. Et puis, il a des très bonnes amies en Europe qui adhèrent au projet. Et donc, vous voyez bien que nous-mêmes, ce qu'on appelle Europe, avec notre héritage, les Lumières, la démocratie libérale, les contre-pouvoirs, l'état de droit, la règle de droit, etc., tout ça, petit à petit, va venir être grignoté par les ingérences, par des gens qui sont de plus en plus fascinés par ce qui se passe aux États-Unis et par ces 2 personnages qui, il faut bien le dire, sont assez fascinants. Et ils sont fascinants parce qu'ils construisent artificiellement l'effet de sidération. L'effet de sidération, alors moi je ne sais pas trop comment c'est couvert en Italie, mais je vois comment c'est couvert en France par exemple. En France, depuis le 20 janvier 2025, donc date de l'investiture de Donald Trump, tous les jours, vous avez un article, un média de premier plan qui va vous expliquer l'effet de sidération. On est tous censés être sidérés. Et moi, je me suis demandé, mais est-ce que moi, je suis sidérée par ce qui se passe aux États-Unis? Et moi, je ne le suis pas sidérée. J'arrive à comprendre rationnellement ce qui se passe. Et non seulement j'arrive à le comprendre, mais j'arrive même à l'anticiper. Donc si j'y arrive, c'est pas que j'ai une boule de cristal, c'est que tous les éléments sont là. C'est que tous les éléments sont disponibles, sont à notre disposition pour comprendre. Donc pourquoi est-ce que les médias me disent qu'il faut que je sois sidérée? Pourquoi? Pourquoi il y a cette création du sentiment de la sidération? Pourquoi? Et là encore, ce que font les médias, c'est qu'en fait, ils récupèrent les narratifs, sans le vouloir, involontairement, mais ils prennent les narratifs de la Maison-Blanche, sidération, choc and awe, terreur, une annonce par jour, saturation cognitive. Et en effet, quand vous passez votre temps, vous avez en fait, face au déluge de l'information, vous avez 2 choix possibles. Soit en effet, vous allez vous sentir complètement dépassé, dominé par le rythme. Et oui, à ce moment-là, vous allez être très, très sidéré. Soit vous comprenez que ce sont des stratégies de déstabilisation de votre capacité à comprendre, à rationaliser, à théoriser, à conceptualiser, c'est-à-dire à prendre du recul. Soit vous allez prendre ce recul-là, c'est-à-dire que vous n'allez pas jouer le jeu, c'est-à-dire que vous allez développer votre propre hygiène cognitive. Vous allez comprendre que la question de la saturation cognitive, de l'effet de sidération, c'est un narratif, c'est une stratégie. En psychologie, en plus ça venait d'un film américain, moi j'appelle ça le gaslighting politique. On va vous gaslighter, on va vraiment pardon, je vais vous dire un gros mot, mais on va vous mindfucker, on va vous déstabiliser, à tel point que vous n'allez plus être capable de comprendre ce qui se passe. Et c'est contre ça que chacun d'entre nous peut résister. Il n'y a aucune fatalité à se sentir déstabilisé. C'est du théâtre. Il y a beaucoup de théâtre chez Donald Trump et Elon Musk. Il y a beaucoup de mise en scène. Trump qui est en train de vendre Tesla devant la Maison-Blanche. Trump qui est devenu le super commercial de Tesla. Vous l'avez vu, cette séquence? Est-ce que vous avez vu les vidéos de... Je dois arrêter? Non? Oui? Je dois arrêter? Ah, j'atterris. Yeah. So I have to maybe start finishing my conference. Non, mais je termine vraiment juste sur ça. Donc, vous voyez bien toutes les mises en scène
les vidéos sur Gaza, la façon dont il a humilié Zelensky dans la Maison-Blanche, say thank you, c'était délirant. Donc tout ça, c'est de la mise en scène. Les médias, ils ont décidé que leur rôle, c'était de récupérer les mises en scène et de les commenter, et donc d'augmenter la saturation, d'augmenter le brouillard, le brouillard de l'information. Vous n'êtes absolument pas du tout obligé d'acheter ça. Vous pouvez très bien vous dire, et moi c'est ce que j'ai fini par faire, je choisis une source, 2 sources, 3 sources dans lesquelles j'ai absolument confiance, je les regarde 1 fois, 2 fois par jour, et basta. Vous n'êtes pas obligé de participer à ce bruit-là. Et vous verrez que si vous le faites, que si vous créez votre propre hygiène, vos propres réflexes cognitifs, vous ne verrez plus les choses de la même façon. Vous aurez une distance. Et la distance critique est nécessaire et absolument. C'est la première des choses qui va vous permettre de garder une forme de santé mentale ou de santé mentale politique. C'est absolument nécessaire de ne pas jouer le jeu du bruit et de la saturation. Sinon, ils vont avoir votre peau. Vous allez finir par être en burn-out politique ou en burn-out idéologique et en burn-out tout court, parce que le rythme est intenable. Sciemment, le rythme est intenable. Donc, face à l'hybridation, face à la dualité, face à des agendas qui sont de l'ordre de la déstabilisation et de la guerre cognitive d'un État ou d'un gouvernement contre son propre peuple et par ricochet chez nous, eh bien, il faut simplement se dire que nous avons tous, chacun, à notre petite échelle, nous avons un pouvoir, un seul, mais qui est immense. On a 2 pouvoirs. Ils sont petits, mais ils sont immenses à la fois. Le premier pouvoir, c'est de ne pas jouer le jeu. C'est de dire non. On a le droit de dire non. Alors, le capitalisme nous apprend à toujours dire oui. Faire du développement personnel, faire du yoga, je sais pas, pour mieux revenir, pour mieux accepter la soumission. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas des enfants et on n'est pas des enfants. Donc on a le droit d'exister pour soi-même, pour ce qu'on pense et de se battre pour ce en quoi on croit. Ça, c'est la première des choses qu'il ne faut jamais oublier. Et la deuxième chose, c'est que 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ça finit par faire légion. Et que si nous avons 2 hommes d'affaires à la tête de la première puissance du monde, c'est-à-dire que nous sommes leur point faible. La puissance de Elon Musk, elle vient de quoi? Elle vient de sa puissance financière. Donc, elle vient du fait qu'on utilise X et qu'on utilise Tesla. Et donc, l'antidote, bizarrement, n'est pas la manifestation ou je ne sais quoi, c'est de simplement ne plus les financer. Puisqu'ils tiennent leur puissance financière par notre capacité ou notre soumission à les consommer, eh bien, ne les consommons plus, tout simplement. Et de consommateurs, eh bien, vous pouvez devenir des citoyens, et peut-être même des citoyens éclairés. Et c'est comme ça qu'en fait, on boucle la boucle, je crois. Et merci et désolée si j'ai dépassé. Grazie molte ad Asma Malla, come tutti abbiamo pensato saremmo rimasti qui ad ascoltare ancora per moltissimo tempo. Purtroppo alle 18 c'è un altro incontro, tra l'altro su temi piuttosto vicini a questo, quindi riflettete se avete la possibilità di tornare qui tra poco più di un'ora. Tantissime cose che mi verrebbero voglia di dire, ma voglio lasciare soprattutto la parola a voi. Dico soltanto una cosa, dopodiché apriamo una rapida interazione con voi, domande per la nostra ospite. Dico semplicemente questo: ci sono circa 1,5 miliardi di personal computer con Windows. Sembrano tanto antichi e sembrano non particolarmente alla page, ma sono ancora importanti. Ci sono 2,350 milioni di device, dispositivi Apple, smartphone, iPad, computer e così via, 5 miliardi di smartphone Android, poi ci sono gli utenti chiaramente di Meta, di X, di TikTok e così via, ci sono delle smart TV, ci sono gli assistenti domestici che chiamiamo comunemente Alexa, riferendoci all'Echo di Amazon. Ebbene, questo e tante altre cose creano un'infrastruttura che dopo le rivelazioni di Snowden, che tutti sembriamo aver dimenticato, ma in realtà sono state un momento di svolta molto importante in questo processo che ha descritto anche la nostra ospite,
Daniel Ellsberg, il grande contributore dei Pentagon Papers a inizio anni 70 durante la guerra del Vietnam, aveva commentato, ritenendosi affine, amico di Edward Snowden, aveva commentato che l'infrastruttura di sorveglianza e controllo, che nel 2013 era ancora non così pervasiva e capillare come oggi, 12 anni dopo, era un'infrastruttura di potenziale controllo e repressione one click away. Un tasto di distanza per repressione e controllo. Lo dico non per necessariamente fare, introdurre una nota cupa al discorso, ma per ricordarci che abbiamo comunque costruito un'infrastruttura che nei paesi che si ritengono democratici, chiaramente ci immaginiamo sottoposta ai controlli dello Stato di diritto, ma che nonostante ciò in pratica è qualcosa che appunto può diventare molto rapidamente un'infrastruttura di controllo e repressione, come abbiamo visto in questi mesi, perché le donne che vogliono esercitare il loro diritto all'aborto, che grazie al tracciamento con gli smartphone di determinate app vengono controllate e anche perseguite, gli immigrati irregolari che stiamo vedendo in queste settimane, che chiaramente con questo dispositivo tradiscono moltissimo della loro presenza e della loro attività. E poi con che cosa che può toccare chiunque di noi, me incluso, io non so quando tornerò negli Stati Uniti, il fatto che alla frontiera questo oggetto, che è la nostra vita sostanzialmente, può essere perquisito, indagato e comunque sequestrato arbitrariamente. Quindi con questa nota simpatica, allegra, aprirei, c'è un microfono che può essere dato per le domande, visto i tempi, per favore domande molto concise alla nostra ospite. Lì c'è una prima domanda. Probably so if you don't, probably is going to talk in Italian if you understand Italian. Up to you. I don't know if I taken the risk. Salve, io mi presento, sono studente di design e un forte appassionato di informatica e la domanda che voglio porre è la seguente, cioè prima appunto parlava del fatto che non siamo obbligati, o almeno secondo me da un punto di vista esterno non lo siamo obbligati, cioè non siamo obbligati dall'esterno, ma siamo obbligati da noi stessi, cioè nel momento in cui il dato è l'asset del mercato con più valore, nel momento in cui non siamo più nell'era del capitalismo, ma nell'era del capitalismo della sorveglianza, e nel momento in cui conosciamo talmente bene il cervello, o almeno conoscono, perché la separazione dell'apprendimento e della conoscenza è molto verticale, cioè le big tech hanno tanta conoscenza, noi popolo ne abbiamo molta poca, e nel momento in cui conosciamo così bene il cervello da poter creare un sacco di trappole cognitive tramite il design, tramite insomma quello che succede con i nostri smartphone. Il problema è che forse siamo obbligati da noi stessi a utilizzare lo smartphone e poi cadere nella trappola dell'informazione sbagliata che porta insomma a una democrazia poco sicura e via dicendo. E quindi forse penso che il problema sia poi proprio noi singoli cittadini in quello che è il cellulare, no? E i metodi che usano, che insomma di design e tutto il resto dei metodi per la quale l'informazione, e noi veniamo intrappolati in questa informazione. Sì, possiamo aprire solo 3 fonti, ma ce ne vengono presentate 50 quando sei su un social network. Ok, grazie. Domande più concise, se me lo consentite. Scusate. Ancora una o due, poi lasciamo rispondere ad Asma Malla. Lì ce n'è una là dietro. Grazie mille innanzitutto per la presentazione. La mia domanda sarà concisa: che cosa possiamo realmente fare? È possibile usare strumenti europei? È immaginabile che ci siano strumenti europei che possono competere, insomma, con gli strumenti americani attualmente in uso? Ok, ultima domanda. C'era una mano alzata là.
Salve, buonasera, grazie. Io sono interessato a una riflessione che in parte è all'atere ed è quella sulla natura, in particolare quando è stato detto che i social media o anche i dispositivi tecnologici sono già stati creati per natura con una duplice possibilità, fra cui anche la possibilità di essere usati per la guerra, per esempio. Ecco, in un discorso simile, immaginando anche il modo in cui sono nati, ecco, noi possiamo immaginare che all'origine si sarebbe potuto fare diversamente, cioè una creazione di questi mezzi all'interno anche di una cornice etica di riferimento o con una domanda di fondo da parte dei creatori di come sarà possibile un giorno utilizzare questi mezzi. È legato a questo anche il legare la verità alla politica, cioè quanto, no, come lei ha suggerito, cioè purtroppo oggi sembra che la menzogna sia connaturata un po' alla politica, ma il fatto di poter ritornare anche culturalmente, ecco, quindi anche la cultura può essere uno strumento per rispondere, se vogliamo, una sorta di guerra culturale, al valorizzare la verità nella politica, proprio con Hannah Arendt, gli interventi di Gandhi, anche in Italia Sandro Pertini, cioè con quelli esempi luminosi in tal senso. Può essere una risposta? Grazie. Perfetto, grazie. Alors, pour la première, c'était, je crois, j'avais pas noté de question. C'était davantage une réflexion à laquelle je souscris. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait, je vais juste commenter par deux choses très rapides. Plus vous rendez une société technologique, plus vous technologisez une société, plus de toute façon vous la rendez vulnérable. Pas du tout plus efficace, plus vulnérable. Parce que vous allez bidouiller plus de choses, parce que les dernières lignes deviennent le corps, l'esprit, les activités cérébrales. Donc en fait, il y a un auteur français qui avait écrit un livre au même moment que Technopolitique, parce on nous avait mis en débat de temps en temps ensemble, et qui avait dit, mais c'est un psychiatre, et il avait dit, mais plus on va augmenter l'homme. On est déjà augmenté quand vous mettez des lunettes, des prothèses. Non. Enfin, le problème, c'est pas ça en soi, mais plus vous augmentez l'homme d'un point de vue cognitif, plus finalement les maladies psychiatriques vont exploser proportionnellement. Ce qui est assez logique de certaine façon. Quand vous allez augmenter les capacités, vous allez aussi augmenter les pathologies. Voilà, donc ça, c'est petite parenthèse pour ceux qui pourraient être techno-BA ou techno-optimistes. Le jour où vous mettrez des implants, vous serez peut-être beaucoup plus efficace, mais vous serez peut-être aussi beaucoup plus schizophrène à voir. Donc ça, c'est pour la parenthèse. Et plus vous mettez de la technologie, plus vous êtes vulnérable, parce que vous êtes à câble, et parce que vous pouvez tomber en panne, et parce qu'on peut vous pirater. Donc c'est toujours très ambigu, c'est jamais ni noir ni blanc, tout ça doit être accompagné d'une vraie réflexion, une réflexion toujours d'abord, j'aime pas du tout le mot éthique, mais morale, et ensuite d'une réflexion politique. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui nos politiques en Europe, en général, de tous les pays, quel que soit le pays, n'ont pas du tout pris ces sujets-là. C'est une espèce de no man's land de la pensée. Bon, ça c'est pour la première chose. Sur la deuxième question, qui est davantage sur la question de la souveraineté technologique européenne, c'est une question qui est à la fois très facile et très compliquée. Très facile d'un point de vue théorique. Quand vous êtes très très en retard, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ok, j'acte que je suis en retard. Ce qu'on n'est pas tout à fait en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut bien admettre qu'aujourd'hui, on est complètement dépendant des technologies américaines. Et même ça, c'est un peu difficile de le dire. Deux, se dire, OK, comment est-ce que je vais exister face à ces dépendances qui sont en plus devenues des armes de guerre? Quand on voit aujourd'hui la façon dont Trump rend le rapport de force avec l'Europe extrêmement agressif, avec sa guerre commerciale, les tarifs, etc., on se rend bien compte qu'on est extrêmement vulnérable. Et donc, en fait, c'est la capacité, d'un point de vue politique, à penser, d'une part, le temps long, mais une fois que je vous ai dit ça, j'ai encore rien dit.
l'Europe, comme disons espace politique, n'a pas du tout les mêmes moyens, ni d'ailleurs les mêmes ambitions que les États-Unis ou la Chine. Donc, là où on fait erreur, je crois, c'est de penser qu'on va pouvoir suivre, c'est-à-dire passer notre temps à faire pareil, à être follower. Il y a eu ChatGPT, alors il faut que l'Europe ait son ChatGPT. Il y a eu je ne sais pas quoi, il faut qu'on fasse... On est toujours en train de faire comme les Américains, après les Américains, moins bien que les Américains. C'est un petit problème, en ayant dépensé beaucoup, beaucoup d'argent entre-temps. Donc, c'est un petit sujet. La bonne recette, je crois, c'est de commencer de zéro. C'est pas de faire comme le voisin. C'est de se dire, en fait, où est-ce que je suis très bon, où est-ce que je suis plutôt mauvais, et de faire de vrais arbitrages. Ça s'appelle une stratégie industrielle, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Et on n'a pas vocation à être bon partout. Il faut qu'on choisisse nos positionnements, nos chaînes stratégiques. Et sur les chaînes de valeur stratégiques, encore, où est-ce que sur quelle niche, sur quel tronçon on se positionne. Par exemple, sur la question des semi-conducteurs, ce qu'on a fait, c'est globalement une catastrophe. Alors on vous dira, oui, mais on développe, on met beaucoup, beaucoup de milliards et on va essayer, puis on va ouvrir une gigafactory ici, puis des fablesses par là, etc. Bon, la vérité, c'est qu'à date, à part la gravure en ultraviolet de ASML qui est en Hollande, aux Pays-Bas, on n'a rien. Sur les semi-conducteurs de dernière génération, je ne parle pas des chips au sens large. Donc, la question est de se dire, est-ce qu'on a envie d'exister? Et si oui, où est-ce qu'on existe sur cette chaîne de valeur-là? Et de flécher. C'est-à-dire, le sous-entendu de ce que je suis en train de dire, c'est que ça demande énormément de courage politique. Parce que quand vous allez faire des choix, vous allez faire des renoncements. Et donc, vous allez renoncer à donner de l'argent à des potes, à des secteurs, à du lobbying, etc. Donc, ça suppose d'être un peu courageux. Donc, ça suppose finalement deux choses, travailler et être courageux. Bon, ce sont deux qualités dont un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui sont dépourvus, hélas. Et donc, tant qu'on n'a pas changé cette classe politique-là, oui, on continuera à être extrêmement dépendant des États-Unis, hélas. Mais sinon, ça s'appelle stratégie de spécialisation, stratégie de niche et faire des choix et flécher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être très bon en IA en général. Il faut se dire dans quel système ou dans quel secteur on décide de se spécialiser, d'être les meilleurs. Pour une raison très simple, c'est que quand vous serez les meilleurs sur une chaîne de valeur donnée ou sur une partie de la chaîne de valeur donnée et que vous devenez indispensable, à ce moment-là, tout d'un coup, vous avez quelque chose à mettre sur la table des négociations. Vous avez quelque chose à dire. Vous êtes vous-même, vous devenez vous-même un goulot d'étranglement quelque part. Donc la question de l'Europe, c'est quel est le goulot d'étranglement qu'on voudra bien être, qu'on pourra être? Et cette question, on ne l'a jamais posée en ces termes, jamais. Je n'ai jamais entendu aucun responsable, ni européen, ni national, poser la question en ces termes. Et tant qu'on ne la posera pas en ces termes, on sera toujours très dépendant. Ça, c'est, je crois, malheureusement un constat. Et enfin, sur la question de... moi, je suis toujours très mal à l'aise avec la question de la vérité. Parce que ça ne veut rien dire. Il faut toujours qu'on définisse de quelle vérité on parle. Vous avez les vérités factuelles, vous avez les vérités scientifiques, puis après, vous avez les vérités politiques. Donc déjà. Et par ailleurs, sur la question factuelle, même sur les faits aujourd'hui, il commence à y avoir une difficulté, parce que le faux devient performatif, parce que vous pouvez le créer aussi de façon synthétique. Donc, et par ailleurs, quels que soient les régimes politiques, il n'y a pas la vérité, mais il y a des régimes de vérité. La façon dont vous allez construire le rapport au réel, le rapport au fait. Donc, il faut être un peu conscient de ça. La vérité, il faut la sous-définir, la surdéfinir, et elle n'a pas de, disons, de définition universelle en soi. Et c'est une espèce de casse-tête philosophique depuis depuis Platon. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et après, de façon plus pragmatique, vous avez aujourd'hui des réseaux sociaux alternatifs, plus petits, Blue Sky, ou par exemple dans le Vermont aux États-Unis, ils ont développé un petit réseau social local des citoyens vraiment dédiés à cet état-là, qui peuvent s'organiser, discuter, etc., et qui soient complètement en dehors de l'univers des big tech. Ça, c'est une possibilité. Mais à se dire, j'ai l'ambition de asséner ma vérité, c'est participer finalement du même problème. Et c'est une réflexion qui est un peu plus, disons, compliquée que ça. Mais oui, bien sûr, on peut utiliser des réseaux sociaux alternatifs. Benissimo, grazie molte ancora ad Asma Mallah e grazie a tutti voi. Grazie mille. Merci.